Bonjour tout le monde, installez-vous confortablement, parce que je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de violence, c'est une histoire du communisme et de son impact culturel, mais surtout, c'est une histoire de cinéma. Ma famille adore Star Wars. Et quand je vous dis que ma famille adore Star Wars, ma famille adore Star Wars, d'accord? Et quand personnellement tu n'aimes pas Star Wars, c'est usant. Le pire, c'est que c'est même pas que je n'aime pas Star Wars en soi, mais quand tu trouves un truc sympa sans plus et que t'es obligé de te taper tous les épisodes, d'aller les voir au cinéma systématiquement, y compris les ressorties en conversion 3D dégueulasse, il y a un effet de réactance qui se crée. Je ne suis qu'un homme. Bref, l'histoire que je vais vous raconter, mesdames et messieurs, se déroule durant une séance de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, réalisée par J.J. Abrams, qui est une merde ignoble. Là, je pense que même les fans hardcore de Star Wars, celui-là, c'est pas celui que vous préférez défendre. Une merde ignoble que, bien évidemment, j'étais obligé de me taper en salle parce que tradition familiale oblige, que je voulais pas être déshérité, tout ça. Donc je suis allé voir Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams en salle, mais j'avais négocié une séance IMAX. Parce que quitte à voir une merde, autant que ce soit dans les meilleures conditions que le cinéma contemporain a à offrir. Oui, parce que, micro aparté, mais j'adore l'IMAX. C'est probablement la dernière avancée technologique du cinéma que je trouve pertinente. C'est un plaisir total de regarder les images filmées avec une caméra IMAX. Les conditions de projection sont dingues, c'est un bonheur, mais c'est pas le sujet. On fera peut-être une vidéo là-dessus à l'occasion. Toujours est-il donc que l'on allait voir tous ensemble le Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams en IMAX, et que certes j'avais envie de mourir, mais que le cercueil que je m'étais choisi était de toute beauté. Et comme c'était la séance la plus chère le jour de la sortie, toute la salle était déguisée. Il y avait que des mecs de 40 ans déguisés en Chewbacca avec des sabres laser, d'accord? Et bien évidemment, je n'ai rien contre les cosplayers qui sont des gens tout à fait sympathiques, mais lorsque tu n'as pas envie d'être là, qu'on te force à mater un truc que tu n'as pas envie de voir, et que toute la salle est surexcitée, et que tu sais que ça va hurler pendant tout le film, tu fais la gueule. Les gens montaient sur scène avant le début du film pour faire des faux combats de sabres laser, d'accord? C'était ça l'ambiance. En tout cas, voilà, tout le monde kiffait son moment sauf moi, tout le monde était super impatient sauf moi. En plus, j'avais oublié d'aller aux chiottes, donc j'avais envie de pisser comme c'est pas permis, et le film durait 2h20, ça allait être une torture. Finalement, enfin, après que le dernier combat de sabre laser ait eu lieu, bien évidemment, les lumières s'éteignent, on se tape Jean Mineur. 0, 0, 1. Et là, il se passe ça. Alors je pense qu'ils se sont gourés en salle de projection. C'était le début de Tenet. C'était totalement le début de Tenet réalisé par Christopher Nolan, mais vous le savez parce que vous avez vu le film. Nous, à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on regarde. On sait pas si c'est une pub, un court-métrage, un extrait de film, bon, même si on devine assez vite que c'est du Nolan parce que son style est plutôt identifiable, quand même, mais à ce moment-là, Tenet n'était même pas annoncé, d'accord? Et quand à la fin de l'extrait, on a eu un carton qui nous explique ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'intro du prochain film de Christopher Nolan, parce qu'il faisait ça avant certaines séances IMAX pour faire de la promo, nous, ça faisait 6 minutes qu'on était en train de se manger des images de dingue en IMAX avec une musique giga forte en 7.1, sans aucun putain de contexte. Et c'était fou. C'était fou, c'était totalement fou, ça m'a complètement retourné la gueule, à tel point que je n'ai aucune idée du film qu'ils ont passé après, je sais pas. Et en fait, cette scène-là, juste ça, cette intro de Tenet balancée sans contexte à un spectateur totalement seul face à des images qu'il ne comprend pas, c'était probablement l'expérience de cinéma la plus incroyable de toute ma vie. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, de ce qui se passe dans la tête d'un spectateur à ce moment-là, et de pourquoi rien, absolument rien, jamais, ne pourra remplacer le film qu'on se fait dans notre tête. C'est presque un lieu commun de dire ça, et d'ailleurs c'est carrément devenu une expression dans le langage courant, se faire des films, mon interprétation personnelle de quelque chose, d'une image, d'une scène, d'une situation, vaudra toujours plus et me parlera plus que n'importe quel autre, tout simplement parce que j'y mets mon vécu, mes souvenirs, mes propres références, etc. Et forcément, lorsqu'on me donne un contexte a posteriori et que je me rends compte que mon interprétation était fausse, je suis déçu. Et c'est peut-être en partie pour ça que je n'aime pas Tenet en tant que film, parce que tout le développement que fait Christopher Nolan autour de cette scène ne me convient pas. L'histoire que je m'étais racontée dans ma tête, elle était vachement mieux que celle qu'il me raconte lui. Vous savez, un peu comme lorsque vous adorez la bande-annonce d'un film, et qu'après vous êtes dégoûté parce qu'en fait le film est nul à chier alors que la bande-annonce était géniale. Ce petit sentiment-là de vous être fait manipuler pour claquer votre thune, si. Mais comment ça se fait que ça marche en fait? Pourquoi est-ce qu'on se laisse si facilement manipuler par les images? Comment ça se fait
qu'on donne spontanément du sens à ce qu'on regarde. Et surtout, comment se fait-il que j'ai adoré le court-métrage Attentat à l'opéra, alors que j'ai détesté Tenet, le film? Beaucoup de questions et aussi du coup forcément beaucoup de réponses, mais comme on n'a pas le temps, j'en ai sélectionné deux. Deux moyens de manipuler un spectateur lorsqu'on est un marketeur vénal ou un cinéaste averti. D'abord, la science. Plus spécifiquement, la science cognitive. On va y venir, aux communistes, vous inquiétez pas, ça c'est dans un deuxième temps, mais d'abord, la science. Nous sommes programmés pour être faciles à manipuler, chers amis, que voulez-vous? C'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la constance perceptuelle? Petit exemple empirique. C'est quoi ça? C'est un livre. Bravo. Maintenant, question. Comment vous savez que c'est un livre? Parce que vous en avez déjà vu. Et même si vous n'avez jamais vu ce livre-là précisément, votre cerveau, tout seul, comme un grand, il est allé dans sa bibliothèque d'images et il a comparé tous les trucs qui ressemblent à ce machin qu'il a déjà vu dans sa vie, et il en a déduit que c'était un livre. Et si maintenant je change les paramètres généraux et que je vous montre ceci, ou ceci, c'est toujours un livre. Voilà, c'est juste ça la constance perceptuelle. C'est une fonction naturelle de notre cerveau qui nous permet de continuer à reconnaître des éléments de notre environnement, même lorsque les variations changent. On continue de reconnaître les objets, les formes, et on peut ainsi leur donner du sens et appréhender ce qui nous entoure. Et c'est parce que l'être humain a une constance perceptuelle qu'il peut regarder des films, et qu'il peut comprendre et donner un sens à ce qu'il regarde. Et c'est donc parce que j'ai une constance perceptuelle que lorsque je regarde l'intro de Tenet, par exemple, même si je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dans cette scène, je suis capable de lui donner un sens. Parce que j'ai déjà vu des films d'espionnage, j'ai déjà vu des films de Christopher Nolan, et que donc, naturellement, mon cerveau va interpréter ces images, les comparer, et me permettre de me raconter mon propre film. C'est pour ça que lorsque vous entrez dans le salon et que des gens sont déjà en train de regarder un truc à la télé, même si vous vous asseyez seulement 3 minutes, vous arrivez vite fait à comprendre de quoi il est question, vous arrivez à donner du sens à ce que vous regardez, vous n'êtes pas comme une poule devant un couteau, parce que vous avez une constance perceptuelle. Voilà, donc ça c'est le cerveau humain. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que ce fonctionnement naturel est utilisé par les artistes pour produire des émotions. Parce que les artistes, ils n'ont pas eu besoin des sciences cognitives pour le comprendre, ça, ils l'avaient très bien capté tout seuls. Et c'est d'ailleurs ça qui leur a permis d'élaborer un langage cinématographique. Mesdames et messieurs, nous allons dès à présent parler du plus grand, du plus illustre, du plus important théoricien du cinéma, celui qui avait tout compris avant tout le monde, celui qui a pratiqué ce qu'il avait théorisé, à travers ses films massivement financés par le régime soviétique comme outil de propagande. J'ai nommé Sergei Eisenstein. Je suis trop heureux que l'on parle enfin d'Eisenstein sur cette chaîne, et de ses théories plus généralement, parce que ce mec a quasiment inventé le langage cinématographique à lui tout seul. Le mec est fou, d'accord? Vous allez voir. On va pas tous taper parce que le mec est tellement un génie qu'on en aurait pour des heures, on va se concentrer sur ce qui va nous permettre, enfin, me permettre, de comprendre mon ressenti sur cette fameuse intro de Tenet. Parce qu'avec la constance perceptuelle, on a parlé de comment le cerveau donne du sens aux images, et de comment on se fait nous-mêmes nos propres films, ça d'accord. Mais l'émotion dans tout ça. Que je me sois raconté ma propre histoire, d'accord, mais comment ça se fait que la scène m'a fait vibrer à ce point-là, alors qu'elle ne racontait rien de précis? Et à chaque question, Sergei a sa réponse. Et lui, il appelle ça le montage des attractions. La théorie du montage des attractions, c'est tout simplement l'idée que si des images ou des scènes sont suffisamment puissantes en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'avoir de cohérence entre elles pour avoir un impact sur le spectateur. Pour faire encore plus simple, en gros, si c'est trop stylé, on s'en fout de quoi ça parle. Et lui va même encore plus loin en avançant l'idée que on n'a même pas besoin que ça parle de quelque chose, la puissance des images et des scènes, parce qu'elle impacte le spectateur, va en elle-même créer du sens. 1923. Le mec est fou, d'accord? Et le fait est que cette scène de Tenet, d'un point de vue de ce qu'elle montre, elle est démente. Tout le monde à peu près s'accorde à dire que c'est la meilleure scène du film. Parce que, montage des attractions. Parce que ce qui se joue à l'écran n'a pas besoin de contexte, parce que la puissance d'une image du chef opérateur Hoyt van Hoytma, alliée à la puissance d'une situation comme un attentat, mis en musique par Ludwig Göransson, n'a pas besoin de raconter quelque chose pour être un grand moment de cinéma. Et l'instant précis où ça arrête d'en être un, de grand moment, c'est lorsque Nolan commence à nous raconter son scénario de merde. Jusque-là, on vivait un pur moment de mise en scène, quelque chose de puissant, de mystérieux, qui nous impactait et nous permettait de nous raconter la meilleure des histoires, celle qui n'appartient qu'à nous. Un pur moment de cinéma, presque primitif en fait.
des spectateurs seuls face à des images qui, soudain, leur appartiennent. Sergei Forever. Je pense vraiment que cette intro de Tenet et le contexte dans lequel je l'ai découverte en font l'une des expériences de cinéma les plus importantes de toute ma vie. Parce que ce que j'ai vécu là, ça a impacté mon visionnage des films après. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vouloir avoir des informations sur les films que je regardais. Je voulais être totalement vierge face aux images. Pour revivre un truc qui se rapprocherait de ce moment-là. De cette sensation qui doit pas être si éloignée de celle que ressentaient les premiers spectateurs qui allaient voir des films dans les années 1910 ou 1920. Ce moment où le cinéma était encore, vraiment, de la magie.